Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Agora Moderne, l'espace où les idées façonnent l'avenir. Je suis Mardoché Adjayi, architecte, étudiant en commerce, entrepreneur. Nous sommes dans un format débat interdit avec un problème de société et un sujet philosophique. Pour ce fait, à ma table, j'ai à côté de moi mes frères, mes frangins. Salut Nsan, salut Samuel, comment vous allez? Salut Salut, Mardoché. salut, très content de te revoir. Et puis, bon, voilà, content en tout cas. Ouais, ça va Samuel? Oui, ça va chez toi. Ça va, super. Je merci. Alors, comme invité pour ce format-là, nous avons l'honorable Assalé Tchemoko. Bonjour honorable, comment vous allez? Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup. Super. Alors, il faut préciser que l'honorable Assalé Tchemoko est ex-député de la commune de Tchassalé, maire en ce moment de la commune de Tchassalé et journaliste de profession. Il est avec nous pour ce format-là. Nous allons passer en revue des problèmes de société, des sujets philosophiques. Ça sera juste après cette séquence. Je me prénomme Daniel. Daniel et j'ai 17 ans. Si vous écoutez ça, ça veut tout simplement dire qu'on l'a fait. On est passé par beaucoup de péripéties, mais on l'a fait. Mais j'ai encore une question. Une question qui ne vaut peut-être pas la peine d'être posée, mais voilà. Elle s'adresse à vous, ma question. Vous tous qui m'écoutez. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez pour commander votre paire de Godax? Ok, Godax commercialise des chaussures les plus emblématiques au monde. Elles se distinguent en tout par leur authenticité, leur silhouette, caractéristiques, notamment par leur logo et leur originalité. Comme les grands classiques, ils s'améliorent avec le temps. Ces chaussures aux couleurs classiques et avec une semelle en caoutchouc vulcanisé de haute qualité ont marqué des générations entières. Nées sur des terrains de sport, mais adoptées par des rebelles, des rockers, des rappeurs, des artistes, des rêveurs, des penseurs et des originaux de toutes sortes. Ces chaussures restent aujourd'hui un outil d'expression personnelle. Les chaussures Godax assurent une légèreté et un déplacement aisé aux beaux parleurs comme moi. C'est fou, mais et si je te disais que tu pouvais avoir un prix raisonnable, des chaussures incroyables? C'est simple, il te suffit de commander la paire de chaussures qui t'a le plus flashé sur la plateforme de Godax, soit l'application mobile disponible sur App Store ou le site internet sans bouger de chez toi, en livraison instantanée. Alors, content? Dans moins de 24 heures, j'ai ma paire de Godax. Et toi? Godax, la marque d'un style individuel. Alors, après les législatives du 27 décembre 2025, la CEI a proclamé des résultats signifiant que Alpha Sanogo du RHDP, vainqueur de ces législatives-là. Après quoi, vous, M. Assalé Tchemoko, vous avez émis des réclamations auprès du Conseil constitutionnel qui s'est prononcé en signifiant que ça a été mal fondé. Selon vous, il y a eu des PV qui ont été ajoutés, il y a eu des bureaux de vote qui ont été ajoutés également, on a eu un gonflement, un bourrement des urnes. Vous avez été débouté, vous avez suivi la procédure. J'ai envie de dire, qui détient la vérité concrètement au niveau de Tchassalé par rapport aux élections législatives? Merci beaucoup. Alors, pour aller rapidement, sur Tchassalé, il n'y a pas de vérité. Dans une élection, quand on fait une élection, il n'y a pas deux procès-verbaux. Il y a un seul procès-verbal qui sert à proclamer le résultat définitif de cette élection. À Tchassalé, manifestement, pour la première fois, il y a eu deux procès-verbaux. D'accord. Alors, vous savez que quand on fait l'élection, les candidats sont représentés dans les bureaux de vote par leurs représentants, je veux dire leur assesseur. Et à la fin de l'élection, au dépouillement, chaque candidat, à travers son représentant, reçoit une copie qui est une sorte de copie de l'original du PV qui est dressé dans le bureau de vote. D'accord. Et donc, c'est à partir de ces copies-là que les candidats, le soir, à la nuit électorale, font la compilation et autour de 22h, chaque candidat, en tout cas pour celui qui est bien organisé, connaît son résultat. Ça a toujours été comme ça. Cette élection qui vient de se dérouler est la 6e à laquelle je participe. J'ai participé à 6 élections locales, j'ai gagné 5, j'ai perdu une seule, c'était en 2016. Et donc, dans le process, c'est le même process de 2016 à maintenant. Alors, pour Tchassalé, ce qui s'est passé, c'est qu'à 22h, chaque candidat avait les résultats. Dans toute la ville, chacun savait les résultats parce que le dépouillement se fait publiquement et la compilation dans les TUG se fait de façon publique. Moi, j'ai mis un écran géant, il y avait plus de 500 personnes dans mon TUG. Donc, on a fait la compilation bureau de vote par bureau de vote et à la fin, on avait gagné les élections à 1356 voix d'écart. 127 PV l'attestent. Des documents qui ne sont pas contestables et qui n'ont pas été contestés jusqu'à ce jour. Et donc, généralement, quand on finit de faire cette compilation, moi, je rentre chez moi à la maison. Voilà. Parce qu'après, à la CEI, ce n'est qu'une routine, on prend les PV et puis bon, on donne un résultat définitif. Et puis bon, ce jour-là, on n'a rien compris. À 23h, on nous a dit qu'il s'est passé des choses à la CEI. Et nous nous sommes rendus et on a découvert ce qui s'est passé. C'est que la CEI avait décidé de renverser les résultats.
Alors, par rapport à cela, vous signifiez que vous avez transmis les PV à la CEI locale qui devait la transmettre à la CEI centrale. Non, en fait, le dimanche, c'est-à-dire que le lendemain de cette élection, à 13h, la commission électorale indépendante a proclamé un résultat que nous n'avions pas. D'accord. Voilà. Et donc, nous, on avait nos PV, donc nous savions quelles sont les voix que nous avions eues, mais ce qui a été proclamé à la télévision n'était pas le résultat qui était sur des urnes en terre salée. Donc, sur quelle base la CEI a donc proclamé ces résultats? Alors, la loi me donne le droit de faire un recours pour comprendre ce qui s'est passé. Non, avant d'arriver là, en fait, on aimerait savoir, le problème se situe où? Entre la transmission entre la CEI locale et centrale, ou c'est bien avant cela, en fait? Non. Quand on finit le dépouillement dans les bureaux de vote, tous les procès-verbaux, en tout cas la copie originale, sont transférés à la CEI locale. Oui. Et c'est à partir de ces copies originales-là que la CEI fait la proclamation définitive localement. Oui. Après, maintenant, il transmet ses résultats à la CEI centrale. Donc, les PV à partir desquels la CEI fait sa proclamation ne peut pas être différent des PV qui sont donnés en copie aux candidats. D'accord. Or, à Thiès-Salé, ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que nous avions nos PV à nous, le résultat proclamé par la CEI était totalement contraire en tout point de vue au résultat qui était sur nos PV à nous. Donc, quand c'est comme ça, la seule chose à faire, c'est de faire un recours pour que le Conseil constitutionnel essaie de corriger. Et donc, pour le faire, la loi nous donne les étapes à suivre. Il faut d'abord se rendre auprès de la CEI pour réclamer les PV à partir desquels ils ont fait la proclamation. Ensuite, à partir de ces PV-là, faire le recours auprès du Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons commis un cabinet d'avocats et des commissaires de justice qui sont allés auprès de la CEI locale pour leur demander de donner les PV à partir desquels ils ont proclamé des résultats qui sont contraires au contenu de nos PV à nous. Ouais. La CEI locale a répondu qu'elle n'était plus en possession, et ça c'est consigné par voie judiciaire, hein. Elle a répondu qu'elle n'était plus en possession des PV qui lui ont permis de déclarer un vainqueur. Et comment ça se fait? Nous, on n'en sait rien. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les PV. C'est consigné par le commissaire de justice. Et que les PV auraient été transmis à la commission centrale. Et donc, nos avocats et nos commissaires de justice se sont déployés auprès de la CEI centrale. Là-bas également, on leur a répondu que non, la CEI locale n'avait pas à leur transmettre leurs PV qui leur appartiennent. Et par conséquent, ils n'ont pas de PV à nous remettre. D'accord. Et donc, devant cette situation, on ne savait pas sur quelle base donc la CEI a proclamé les résultats. Et donc, nous avons saisi le Conseil constitutionnel sous la base d'une jurisprudence rendue par le même Conseil en 2021, aux mêmes élections législatives, où il y a eu 2 PV dans une circonscription, et le Conseil avait annulé en disant qu'il ne peut pas avoir 2 PV dans une élection, donc on annule. Donc, sur cette même base-là, mes avocats ont saisi le Conseil constitutionnel en demandant 2 choses. De compléter eux-mêmes les PV qui sont en ma possession, les 127 PV, et sur la base du résultat qui va sortir, de réformer la décision de la CEI et de déclarer le vrai vainqueur. Ou alors, à minima, à un moment où il y a une confusion entre les PV de la CEI et les PV dont j'étais en possession, et donc d'annuler et reprendre les élections. Voilà les 2 choses que nous avions demandées. Le Conseil constitutionnel a répondu que nous étions mal fondés. D'ailleurs, à ce jour, mes avocats n'ont pas été notifiés de la décision. Ce sont les cyberactivistes pro-RADP qui ont annoncé que nous avions été déboutés. C'est-à-dire que vous y mettez une requête et on ne vous notifie pas. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cette décision. C'est-à-dire si on reste concret en fait dans les faits, vous avez mis une requête, vous n'avez pas encore de réponse. Voilà. Et vous apprenez en fait sur les réseaux que ça a été mal fondé. Que ça a été mal fondé. Après, il y a eu un communiqué de la CEI qui disait que les élections devaient être reprises à Tumodi et dans une autre ville, je crois que ça a dû aller à Massala. Et puis c'était tout. Donc nous avions été déboutés. Mais à ce jour, nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, le 16 mars 2026. Ouais. À ce jour, nous ne connaissons pas le contenu de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. D'accord. Instant. Oui, c'est quoi ta question après? Alors, j'ai envie de te sentir en fait sur cette question-là. Est-ce que les chiffres ont été manipulés au niveau de Thiès-Salé de par la commission électorale indépendante jusqu'à la proclamation des résultats? Non, mais il y a un problème. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas en fait, à repérer physiquement les PV. Ça, c'est la question centrale. C'est-à-dire que des candidats ont compéti lors d'une élection. Voilà, ils ont eu copie effectivement des procès-verbaux. Et voilà, il y a un candidat qui est M. Saletier Moko qui indique avoir copie voilà, sur 127 PV. Il totalise en fait un écart de 1300 voix. Donc il a 1300 voix. 1300 voix, c'est ça. 1356. 1356 voix. Donc il possède ces éléments-là. Il a ces éléments en sa possession. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit
des autres en face. Et normalement, le candidat en face également a les mêmes PV. Il est censé avoir les mêmes PV. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des PV différents. Ça posera naturellement problème. Maintenant, quand on part auprès de la CEI locale pour réclamer, effectivement, pour prendre connaissance, effectivement, des 127 PV dont ils ont copie, quand ils disent qu'ils n'ont pas ces éléments en leur possession, voilà, ça, c'est quand même étrange. Et même la CEI centrale, limite, se lave les mains et dit ne pas prendre connaissance de la situation. Et quand cette affaire va au-delà de la commission électorale indépendante, c'est le Conseil constitutionnel qui jusqu'à aujourd'hui ne répond pas. Donc il y a un véritable problème en ce qui concerne ce cas de Tia Salé. Maintenant, il y a un camp qui indique avoir tous les éléments, et s'ils ont copie, ils ont leurs avocats qu'ils ont missionnés, il faut qu'on sache réellement d'où vient le problème. Bon, après, dans mon interprétation, on peut le dire simplement, si une personne est sûre, elle possède des éléments, voilà, il y a un collège d'avocats ou même il y a un avocat, dans ce cas-là, le problème vient du camp d'en face. Le problème vient du camp d'en face. Maintenant, sortons dans le cadre, en fait, d'accord, des candidats. Il y a la CEI, la Commission électorale indépendante, qui est un organe qui appartient à tous les Ivoiriens. Il y a un Conseil constitutionnel qui n'a aucune coloration politique. Alors, quand on voit ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ça nous ramène encore plus loin dans notre histoire, parce qu'on va repartir, bah oui, c'est vrai, aux élections de 2010, je suis désolé, où il y avait aussi, d'accord, cette histoire de procès-verbaux. On se disait que ces événements douloureux et ces événements conflictuels étaient loin derrière nous, mais on revient encore en 2026, on constate encore ce genre d'événements. Ce n'est pas reluisant pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce que tu signifies, en fait, c'est que, je vais te laisser terminer, on a eu un problème en 2010, la plaie n'a pas encore été bien soignée, et c'est cette plaie-là, en fait, qui, en 2025, fait défaut. Bah oui, parce qu'on se disait que c'était un événement douloureux, de part et d'autre, chacun était tiraillé selon son bord. Un camp disait que oui, moi j'ai raison, j'ai la vérité avec moi, l'autre camp disait non, ce n'est pas le cas. Et on revient, ça va faire maintenant 15 ans. 2011, bon, je dirais même 15 ans, même peut-être 16 ans, un petit peu plus, voilà. Et on revient encore en 2026, on a ce même problème. Mais le problème n'est même pas le fait des candidats, des compétiteurs, parce qu'il y a un compétiteur qui dit, moi je suis sûr, j'ai copié des éléments. Mais ce sont les institutions qui sont censées trancher. Les institutions ne répondent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous voyez, souvent, on dit, il y a des gens qu'on traite de populistes ou qui sont, en gros, qui entretiennent ce qu'on appelle la théorie du complot. Des gens disent des choses sans raison fondée. Mais on donne raison à ces gens-là. Aujourd'hui, on donne raison à ces gens-là. Parce que une situation pareille, une situation telle, si on n'arrive pas à trouver une solution, la solution, elle est simple. Vous présentez, ils ont la copie. Vous avez les originaux. Vous exhibez les éléments. Est-ce qu'ils ont intérêt à présenter leur copie? Mais bien sûr qu'ils ont intérêt pour la crédibilité des élections. Mais déjà même pour les habitants de la commune. Parce que ceux qui ont voté, comment ils vont se sentir? Ils vont dire que notre vote a été volé. Et demain, ces personnes-là n'iront pas voter. Vous allez dire que les Ivoiriens ne veulent pas avoir une démarche citoyenne. Donc, moi, je déplore cela véritablement pour cet enjeu-là. Et puis, un monsieur entend une décision de la part du Conseil constitutionnel sur les réseaux. Et lui, il a ses avocats. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est dommage, mais bon, c'est vraiment dommage. Moi, c'est vraiment dommage. Samuel, alors, pour toi qui as grandi à Tia Salé, j'ai envie de dire, comment se sentent les gens de Tia Salé? Est-ce qu'ils auront toujours confiance en fait en cette entité-là étatique? J'ai envie de dire par rapport aux prochaines élections à venir. Non, mais sur cette question-là, c'est sûr que, en regardant l'élection présidentielle, on peut faire un calcul. Hein. On peut faire un calcul, c'est-à-dire aux élections présidentielles passées, le taux n'y était pas. Lequel taux? Le taux de participation, d'accord. n'y était pas. Vous voyez? Donc là, moi, je vais sortir de tout ça. Et comme monsieur l'honorable le dit tous les jours, c'est la transparence dans le processus. Arrivé un moment, il faut que tout ce que ces personnes-là, qui sont payées avec l'argent du contribuable, puissent au moins nous montrer ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout un travail flou qui est là. Un candidat, j'ai gagné. Un autre candidat,
Bon, je m'en fous, c'est le Conseil constitutionnel. Et là, mine de rien, ce sont des guéguerres qui se créent au sein des populations. Voilà. Donc, pour moi, c'est juste une confiance aux institutions qu'il faut remettre sur la table, essayer de la peaufiner pour que les citoyens, voilà, puissent se sentir vraiment en confiance lorsqu'ils vont voter. J'ai vécu à distance cette élection-là. Mais bon, je peux dire que c'est malheureux, quoi. D'accord, ça s'entend. Alors, honorable, je reviens au sujet philosophique. Alors, j'ai deux philosophes qui sont un peu en confrontation. J'ai Aristote d'un côté et Thrasymachus. Aristote a été l'élève de Platon, qui lui-même a été l'élève de Socrate. Alors, dans l'éthique à Nicomane, il signifie que on a une vérité absolue. C'est-à-dire le fait que vous détenez des PV, vous avez des preuves par rapport à cette élection-là, vous avez en quelque sorte une certaine vérité, qui n'est pas la vérité de tous, mais c'est votre vérité à vous et de la plus grande majorité des personnes. De ce fait-là, vous avez des preuves qui, légitimement, pour certaines personnes, vous êtes le vainqueur. De l'autre côté, on a Thrasymachus qui, lui, n'est pas d'accord. Il signifie que c'est votre vérité à vous, mais c'est pas ça la question. Que la question, c'est juste une question de rapport de force. C'est le plus fort dans ce jeu-là qui dicte les règles, en fait. Le fait que des PV ne sont pas conformes, donc ceux que vous avez et ceux que le Conseil constitutionnel proclame, c'est pas le fait d'un hasard, en fait. C'est une décision qui a déjà été prise en amont. C'est-à-dire que le fait même que vous n'ayez pas une réponse du Conseil constitutionnel, ça a déjà été la décision du système qui a été mis en place. Vous êtes juste, en fait, celui qui subit. Votre position par rapport à cela, est-ce que vous estimez que Aristote a plus de sens dans ce qu'il émet ou plutôt Thrasymachus? Alors, c'est une question de philosophie et donc de perception. Ouais. Je ne peux pas répondre à cette question sans me mettre au cœur de la problématique. Parce que si c'est le rapport de force qui domine sur la perception de la vérité, il y a un fait qui est quand même tangible. Ce n'est pas parce qu'on refuse une vérité qu'elle n'est plus la vérité. Je pense que c'est très clair. C'est vrai qu'avec Balzac, on a appris que la justice est comme une toile d'araignée qui ne laisse passer que les grosses mouches. Et donc, le rapport de force se rétablit encore là. Et ce qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a que une société ne tient debout que quand le système judiciaire fonctionne. C'est la justice qui consolide la stabilité d'un État. Il y a deux manières de maintenir la stabilité d'un État. Soit on maintient cette stabilité en consolidant une justice qui est crédible, qui rassure les gens, qui garantit à chacun ses droits, soit on construit la stabilité sous la peur. Et donc on instrumentalise les institutions et on agit avec la violence des institutions. Devant une telle situation, je pense que je pencherais plus pour la vérité telle qu'établie par Aristote, ouais. qui est une sorte de justice naturelle, parce que l'homme revendique ce qui est juste, de façon naturelle. Si un système est construit de telle sorte que c'est les plus forts qui prospèrent, nous construisons une société qui est fragile dans ses fondements. Aujourd'hui, la frustration qui est la mienne, et je vais revenir sur la question que vous avez posée, la frustration qui est la mienne, elle est grande. Quand je vais sur le terrain et que je rencontre les populations, la seule chose qui sort aujourd'hui à Tias-Salé dans les villages, c'est cette phrase terrible, on ne votera plus. Voilà. Nous, on ne votera plus. Vous voyez, aujourd'hui, je passe mon temps à tourner dans les villages pour rassurer les populations et leur dire qu'il faut continuer à voter. Ils ne veulent plus voter parce qu'ils savent que leur voix a été piétinée, que leur volonté n'a pas été respectée. D'autant plus que les preuves sont là, la documentation est disponible. Cette élection, ceux qui ont été proclamés vainqueurs ne l'ont pas gagnée. Ils le savent. Le rapport de la police le dit, le rapport de la préfecture le dit, le rapport de la gendarmerie le dit. Tout le monde connaît les résultats. Les dépouillements ont été faits sous des caméras. La presse était là. Elle a filmé en direct les résultats. Et malgré tout ça, on dit non, ça compte pas. Voilà. L'autre a gagné, ça s'arrête là. Donc moi, l'autre candidat que je suis, j'ai en possession 127 documents qui ont valeur juridique, qui n'ont jamais été contestés par personne, qui me donnent gagnant, mais je ne suis pas le gagnant. Bon. Donc, la justice
si elle est posée comme un principe de force et donc de violence sur ceux qui n'ont pas les moyens de la contester, eh bien, nous ne considérons pas la souhaiter. Donc, je pense plutôt pour la posture d'Aristote. Ce n'est pas parce qu'une vérité est rejetée par ceux qui ont vocation à la faire prospérer qu'elle n'est plus une vérité. Et donc, nous devons construire une société dans laquelle la justice joue son rôle et que ce qui est juste soit célébré. De ce que vous dites, hein, est-ce que vous signifiez que la justice en Côte d'Ivoire n'est pas indépendante ? C'est une vaste question. Je vais être très clair là-dessus. Notre pays dispose de magistrats extrêmement compétents. Moi, j'ai travaillé en tant que journaliste sur plusieurs dossiers qui concernent la justice ivoirienne. J'ai plusieurs publications qui concernent le dysfonctionnement de notre système judiciaire ivoirien. Je pense que notre péché en Côte d'Ivoire et dans presque tous les pays d'Afrique, c'est le cordon ombilical qui n'est pas coupé entre l'exécutif et le judiciaire. À partir du moment où le procureur est sous l'autorité de l'exécutif et que dans des systèmes qui sont très politisés comme le nôtre, où le pouvoir d'État est un instrument de conservation du pouvoir, et le système judiciaire ne peut que vaciller par rapport à ça. Et donc, il y a toute une construction de liberté et de dépendance à construire, à mettre en place pour notre système judiciaire qui tâtonne. D'ailleurs, même les moyens qui sont à sa disposition sont tellement faibles parce que tu as à peine 2% de budget qui sont consacrés au fonctionnement de notre justice en Côte d'Ivoire. Et donc, on a un manque de magistrats. Est-ce que ce n'est pas fait exprès aussi, ce pourcentage au niveau du budget ? C'est un choix politique, c'est une question de volonté politique. Ce que j'ai dit, soit vous construisez la grandeur d'un État sur le système judiciaire, et donc tu fais en sorte que chaque citoyen, en marchant dans la rue, sait que la loi est à ses côtés, et donc il ne sera pas brimé par l'effort devant le système judiciaire, soit vous construisez un système dans lequel le peuple n'a pas confiance et préfère régler ses problèmes à l'intérieur des quartiers plutôt que d'aller devant le système judiciaire, devant la justice. Et donc nous pensons qu'il y a tout un combat à mener pour que notre justice soit effectivement indépendante, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'elle est là contre une partie du peuple pour protéger les intérêts de ceux qui dirigent. D'accord. La même question, je vais revenir à toi. Déjà, est-ce que tu penses que notre justice est instrumentalisée, n'est pas assez indépendante ? Et si tu peux te positionner par rapport à ces deux philosophes-là ? Moi, je vais commencer par les deux philosophes. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. À cette époque-là, en fait, Aristote ou Trasimarque étaient dans une réalité républicaine. Ça, c'est une question qui est fondamentale. Parce qu'à cette époque-là, la République n'existait pas, d'accord, en Grèce antique. Maintenant, effectivement, la réalité a ses spécificités. Donc, dans ce cas-là, oui, je pencherais, oui, plus pour Aristote. Parce que en République, effectivement, il y a la séparation des pouvoirs, comme M. Assalé l'a indiqué. Hein, d'accord, il a dit voilà, il y a la séparation des pouvoirs. Et il y a un élément qui est très important. Le fait qu'il y ait la séparation des pouvoirs, n'oublions pas qu'il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ouais. Alors, le pouvoir judiciaire en lui-même, s'il fonctionne, il demandera quoi ? Des éléments. Et ce sont ces éléments-là qui sont les 127 pièces. Ouais. Donc, il n'y a même pas débat. Ce sont ces éléments-là qui sont effectivement les 127 pièces. Parce que quand il présentera les 127 pièces, la justice tranchera. Contrairement à Trasimarque, il ne prendra même pas en considération les documents. Tout à fait. Il dira qu'en amont, il dira en amont, il y a une décision qui est déjà prise. Les gens vont aller voter et c'est ça. La conséquence, où les habitants aujourd'hui de cette commune disent que nous avons voté, mais on ne se reconnaît pas dans le choix qui est fait. Donc, c'est une question, effectivement, au-delà de l'aspect philosophique, qui est très profonde, même sur l'état d'esprit de notre société. Parce que c'est ce que je disais. Quand je vous parlais de 2010, je n'étais pas en train de tirer forcément sur l'ambulance. Aujourd'hui, il y a un désintérêt. Il y a un désintérêt par l'attitude et le comportement que nous avons. Parce que nous mettons en place des institutions dont on ne sait véritablement pas à quoi servent ces institutions. Parce que si ces institutions doivent nous aider à choisir nos représentants, et en fin de compte, nos représentants qu'on choisit ne sont pas ces personnes désignées, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc il y a un découragement, il y a un désintérêt, et il y a des personnes qui disent, comme Trasimarque, les dés sont pipés parce que ceux qui ont la force avec eux, naturellement, remporteront. Donc, on part sur quelque chose qui est très important. Nous sommes dans une réalité républicaine qui ne reflète pas réellement la République. Séparation des pouvoirs. Tant qu'il n'y aura pas de séparation des pouvoirs, ces cas d'école-là, on les rencontrera. Et malheureusement, nous n'aurons pas des citoyens qui diront que ce que nous avons choisi nous reflète. Donc, c'est une question qui est très intéressante et profonde. Et je pense qu'aujourd'hui, cet élément-là est clé et essentiel pour le développement. Quand je parle de développement, c'est cohésion, c'est économie, d'accord? Et bien évidemment, c'est ceux qui nous représentent.
Si D'accord. l'on dit que le pouvoir appartient au peuple, bien évidemment. D'accord. Samuel, je vais te laisser te positionner par rapport aux philosophes, mais j'ai cette question-là. La décision du Conseil constitutionnel, J'ai elle est l'impression qu'il légale. n'est pas trop d'accord. lui. Elle est légale, mais est-ce qu'elle elle est légitime, en fait? D'accord. Pour moi, je vais revenir d'abord sur Le positionnement, oui. les deux philosophes. Il y a une personne qui est dans la théorie et une personne qui est dans la réalité. Quand on contextualise leurs propos en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Mm. Voilà. Il faut dire que depuis les années 90, ça a été toujours celui qui a le pouvoir qui décide. Et ça à tous les niveaux. Lorsqu'on prend les élections 90, Houphouët et Laurent Gbagbo, c'était pareil. On part encore en 95, c'est M. Bédier et M. Vaudier, pareil. Comment on appelle ça? Au niveau, après il y a eu un coup d'État, tout et tout. Et là, heureusement, il y a eu une sorte de démocratie, une sorte d'expression, voilà, de démocratie. Voilà. Et donc, lorsqu'on finit ça, 2010, on a vu que celui qui avait le pouvoir, qui a voulu jouer la théorie du premier philosophe, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on a dit qu'il était faible. Parce que dans la conception de l'Africain, quand tu as le pouvoir, il faut être dur, il faut décider, il faut tout faire. Voilà, pour garder son pouvoir. Et donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, la nouvelle Afrique a été dessinée. Lorsque tu as le pouvoir, il faut tout mettre en œuvre pour conserver le pouvoir. D'accord. Voilà. Oui, tu vas Oui, je veux rebondir. rebondir quand même sur ce qu'il dit, parce Ouais. qu'il faut faire attention. Hein. Sam, sur ce coup, je ne suis pas d'accord. Parce que, effectivement, tu as eu à évoquer des exemples. Oui. En évoquant le cas, par exemple, de Bédier et Vaudier. Oui. Je suis désolé, hein, Vaudier, il a eu à féliciter Bédier. Donc, il ne faut pas abuser. Non, Bah oui, en non. 95, bah oui, monsieur Francis Vaudier, pas que je minimise l'électorat du PIT, Oui. voilà, mais dans cette élection, le PDCI a remporté les élections. Le PDCI a remporté les élections. On ne parle pas de ça, on ne on parle va pas de pas ça. revenir à ça, mais Non, avant on les parle élections, est-ce On qu'il y a parle de la pas eu manière dont c'est vissé. un rapport C'est de tout. force, en Sinon, fait? Non, mais il y a on parle pas du rapport de force, non, non. il y a eu- On ne parle c'était pas l'année- de... C'était l'année où il y a eu Voilà. le boycott actif, Ouais. d'accord. Voilà. Alassane et Laurent Gbagbo. Oui, il y a oui. eu le boycott actif. Et le boycott actif, tout le monde sait, voilà pour les raisons pour lesquelles il y a eu le boycott actif. Alors, il y a eu des compétiteurs, des gens compétis, Henri Conan-Bédier, Francis Vaudier. Vaudier a perdu les élections, il a eu à féliciter Henri Conan-Bédier. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et on va repartir encore dans une élection législative, moi qui m'a marqué, c'était l'élection législative de 2001. Ah ben oui, l'élection législative, le FPI a remporté les élections contre Guéhi, mais aux législatives, c'était serré. S'il n'avait pas fait d'alliance, l'opposition passait. Tout à fait. Donc c'est pour dire que c'est possible en Côte C'est d'Ivoire. pourquoi j'ai parlé d'expression de la démocratie. Non, mais c'est possible en Côte d'Ivoire parce que ne faites pas. Moi, écoutez, moi je suis je suis très virulent contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas pour autant dire que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne peuvent pas. Tout part d'une question de volonté. C'est tout. Sinon, on n'est pas des Martiens, on n'est pas différents des autres. Ce qui se passe au Sénégal, au Ghana, si les gens le font, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? C'est une question de volonté. On sait tous, au fond de nous, qu'il y a de la mauvaise foi. Le cas de Tia Salé est un cas révélateur. Qu'on soit pour ou contre monsieur Assalé Timoko, on sait très bien qu'ils ont volé sa victoire. Ça, quelqu'un qui vient, un adulte qui dit « j'ai les copies des PV avec moi ». Attends, si on veut l'en ir, mais on va confronter les PV. Et Moi, je là, parle de la tu réalité. dis les Voilà. termes, en fait. Si Ils ont lui- volé sa victoire. Quoi ça? Ils ont volé sa Mais victoire. attends, quelqu'un qui dit lui-même, on dit qu'il conteste. Les gens sont contre lui. On dit lui, il se plaint tout le temps. Il dit j'ai des éléments, m'a dit, mais si vous voulez l'on y, mais sortez les éléments confrontés. Là, Ok. tout le monde va dire, bah, voici, c'est un imposteur. Tout à fait. Mais vous ne sortez rien. Le monsieur dit j'ai les éléments. Pourquoi vous discutez? Si on doit le confondre, au contraire, là, bah, une bonne fois, peut-être on l'aura confondu, Tout à fait. il ne pourra plus parler. Pourquoi Tout à vous ne fait. sortez pas les documents? Donc, je pense que nous tous, en âme et conscience, il faut qu'on soit honnête. Et puis, il y a quelque chose qui est très dangereux. Là, c'est Tia Salé. Mais en 2010, on a eu des milliers de morts pour les mêmes cas. Non, il ne faut pas qu'on passe la pommade et puis Et quelle a été négliger. la réaction de M. Assalé en 2010, après 2010, sur ce sujet-là, Par rapport aux la élections. question, ouais. Mais par rapport, je ne sais pas par rapport à quoi. Sa réponse face à cela, face à 2010. Dis-nous, Oui, dis-nous. non, Voilà. dis-nous. Monsieur Assalé, sur les plateaux de Vox Africa, je pense en 2013-2014 Oui. là-bas, voilà. Oui. Mais Monsieur Assalé, il disait quoi?
le Conseil constitutionnel a tranché, il faut aller. Non, Si, si. c'est parce que j'ai dit. Moi, Attends, non, parce le que Conseil constitutionnel. À quel moment J'arrive. Parce qu'il y a eu 2 décisions du Conseil Voilà, tout à constitutionnel. fait. Voilà. Non. Donc, Il y a eu Il a, deux décisions. il a parlé, bien évidemment, de la manière dont les élections ont été faites, mais par la suite, Oui, en disant d'aller de l'avant, oui, il a accepté le fait de dire, il a dit du moins, le Conseil constitutionnel, oui, le fait qu'il soit revenu oui, sur sa parole oui, et qu'il ait proclamé M. Alassane Ouattara oui, vainqueur, oui. il faut qu'on aille avec. Mais attendez, Voilà. moi, Donc, il a fait. permettez, je vais pas te la Donc parole. aujourd'hui, on peut Je- aller. non, Il est Oui. lui-même là. en Ouais, vrai. oui, Il a- mais je vais vas-y, répondre. Bon. Vas-y, Voilà. vas-y. Mais- Vas-y, Bon, rap- après Mais lui. moi, je Après ne lui. suis pas, je ne suis pas en train de contester la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Oui. Je suis en train de vous dire que ce qui s'est passé en amont de la décision du Conseil constitutionnel est la preuve qu'à Tiassalé, il y a eu un vol. Le Conseil a dit que je suis mal fondé. Aujourd'hui, je ne peux même pas commenter sa décision parce que je ne l'ai pas. Je ne connais pas les motifs de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Ce que vous évoquez en 2010, j'étais consultant sur Bourse Afrique Effectivement. à cette période-là. Oui. Et j'étais journaliste sur ce plateau et je posais des questions Oui. à nos invités. Sur le cas 2010, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a rendu une décision déclarant M. Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection. À la suite de cette proclamation, il y a eu une guerre. Une guerre au cours de laquelle il y a eu un vainqueur. Le vainqueur a pris le pouvoir. Et le même Conseil constitutionnel, par son président, est revenu devant le fait pour proclamer une autre victoire. Oui. Le débat est clos. Donc, ce que vous dites, Voilà, c'est-à-dire c'est ça, en 2010, on a eu un vainqueur qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel, mais celui qui est vraiment le vainqueur, c'est celui qui a gagné la guerre. C'est-à-dire celui qui a été déclaré comme vainqueur absolu, fin de la guerre. c'est celui qui a gagné la guerre en fait. Mais justement, je veux dire quoi? Je veux dire C'est-à-dire que le vainqueur du Conseil constitutionnel et le vainqueur de la guerre sont deux vainqueurs différents. Mais c'est celui... On Non, revient non, toujours quand- on revient au quand- rapport de quand- force. quand- Voilà. quand- On revient- quand- on revient au rapport de force. Quand le même conseil proclame deux résultats, c'est fini. Non, mais il Moi- faut dire qu'en mais- même temps, excuse-moi, il faut dire qu'en même temps, si dès la base, ces intellectuels dont il fait partie avaient déjà décrié ça, Mais avaient comment déjà veux-tu- pointé du Est-ce doigt. que vous saviez où sur- j'étais en 2010? Non, je dis déjà, nous Il sommes n'était en pas deux- un acteur politique Non, en 2010. Nous sommes déjà en 2012-2013, vous voyez, et puis vous êtes toujours intellectuel, vous avez, Non. vous avez, Là, vous vous faites- passez vous sur faites- le plateau. vous faites- Et donc, ça, vous c'est combattez- pas des non, sens, non, ça, c'est c'est pas pas un ça, fait. vrai. Non, mais Je permettez- dis simplement permettez- que si on avait déjà Non. martelé sur ce fait-là depuis 2012-2013, on avait insisté sur cette manière de faire, je pense que les choses allaient changer. Mais ça, rapidement, permets, il y a quelque Rapidement. chose qui est très important parce que ça, Je ne comprends pas du tout. ça moi, je vais être clair. Moi, je suis parti du principe du procès verbal, des PV. Oui. En 2010, la question de Tia Salé, là, des PV, là, ce même problème-là a été révélé aussi en 2010 sur les PV. Effectivement. Et les deux camps disaient détenir la vérité selon leur PV. Oui. D'accord? On a eu un conseil constitutionnel qui a tranché dans un premier temps. Par la suite, on a eu des panels, négociations politiques et autres. Mais cela s'est soldé par quoi? Une guerre. C'est ce que je suis en train de dire. Tant qu'on ne se met pas d'accord, on ne se met pas d'accord sur les éléments dont nous disposons, la guerre peut surgir de là. Des pertes en vie humaine peuvent surgir de là. Oui. Du désintérêt pour la chose politique. Parce que c'est ce qu'il dit. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu dis les intellectuels ne sont pas... Mais les intellectuels n'ont pas parlé parce qu'ils avaient peur. Voilà. Parce que... Qu'ils affirment ça. C'est une guerre. Non, mais il y a une guerre. Il y a eu des armes qui ont tonné. On sait qu'à ce moment-là, ce n'est plus les PV qui priment. Ce sont les canons qui priment. Il faut dire la réalité, nous sommes des humains. Mais si on partait du principe qu'on était tous unanimes sur le fait que celui qui détient un PV, et même s'il faut qu'on confronte les PV, on tire la situation en clair, on ne serait pas à 3000 morts. Maintenant, 15 ans après, pensant que cet événement-là serait dépassé pour nous, et les choses auraient changé, on revient encore dans le même cas des procès verbaux. Donc, pour ma part, je trouve que la CEI, le Conseil constitutionnel, qui est un organe au-dessus et qui décide, ne fait pas son travail. Et moi, j'ai peur pour l'avenir. D'accord. J'ai peur
pour l'avenir en Côte Et je d'Ivoire. pense qu'en 2023, Parce il y avait que ça le aussi, cas, non? aujourd'hui, c'est dans une élection locale. Mais qu'est-ce qui nous fait dire encore que demain, dans un autre type d'élection, on n'est pas ce genre de choses? Et ce qui est dommage, c'est que très peu de personnes parlent de cela. Tout à fait. Parce que si vous voulez confondre, moi, je parle dans le cas de M. Saleh Timoko, je suis contre lui, mais je fais tout pour le confondre. Il dit il est PV. Moi, je sors les autres PV qui prouvent qu'il était l'imposteur, et puis, on n'en parle plus. Mais là, c'est-à-dire qu'on a une seule personne et ses soutiens qui crient. Eux-mêmes, ils veulent même qu'on voit clair dans l'histoire. Tout à fait. Vous ne répondez pas. Bon, les gars, Non, c'est quand même bizarre. Moi, je ne dis pas. ça- Moi, je ça- parle simplement de la réalité Alors- et de ce qui est écrit. Voilà. Donc, nous Alors, sommes dans la réalité maintenant. Monsieur Saleh Chemoko, on va en revenir. J'aimerais vous poser une question. Vu que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, on suppose qu'on a déjà un député élu à Tchassa. Une suppléante. Oui, à Tchassalé, si tu veux. Lorsque vous en parlez maintenant, lorsque vous signifiez que vous détenez des PV et tout, est-ce que on sait que potentiellement ça ne pourra pas avoir gain de cause en fait, Bien parce sûr. que c'est déjà passé. Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message en fait quand vous dénoncez ce que cela? je veux faire passer comme message, c'est de dire à tous les Ivoiriens Ouais. que l'affaissement de la confiance des Ivoiriens dans le jeu électoral est constitutif à sa façon de faire. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision en disant que je suis mal fondé et qu'on ne revient pas sur ce qui s'est passé. Mais ça ne m'empêche pas, en tant qu'intellectuel, de consigner la vérité Ouais. ou l'histoire. Et donc, je l'ai déjà annoncé, je vais écrire un livre. Le livre, il traîne parce que je veux y intégrer la décision du Conseil constitutionnel. Que Parce vous n'avez pas Que encore. je n'ai pas encore. D'accord. Moi, je la requête, mes avocats, j'ai leur argumentaire juridique. Je vais maintenant opposer à cette requête-là, dans le livre, la réponse du Conseil constitutionnel, élément par élément, et puis maintenant, produire l'ensemble des PV dont je suis en possession, et tu me donnes gagnant à hauteur de 1356 voix de cas. Au-delà de ça, je suis un journaliste d'investigation. Vous savez que même si la CEI n'a pas donné les éléments pour qu'on comprenne sur quelle base ils ont proclamé les résultats, nous avons enquêté après. Et aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé exactement. Je sais que avant même que nos représentants arrivent à la CEI locale, le président de la CEI locale avait demandé au président du bureau de vote, sous le prétexte de récupérer le matériel de vote, les tablettes, ils ont coupé les scellés. Avant que nous n'arrivions à la CEI, ils avaient déjà coupé les scellés et remplacé les PV au motif qu'ils voulaient prendre les tablettes dans les urnes. Qui avait été rendu. Aujourd'hui, on sait ça. Aujourd'hui, on sait que dans des bureaux de vote où, sous mes PV, j'ai eu 85 voix, mon adversaire a eu 54 voix. Dans les PV que la CEI a fabriqué, local a fabriqué pour proclamer le résultat, mon adversaire dans le même bureau de vote a eu 411 voix et moi, je n'ai eu que 12 voix. Vous voyez? Et quand on prend la liste électorale de ce bureau de vote-là, on découvre qu'il y a seulement 9 personnes qui n'ont pas voté dans ce bureau de vote, sur les 400 quelqu'un inscrits. Mais ce bureau de vote, c'est tout dans un village où tout le monde se connaît. Donc on est reparti faire l'enquête sur le terrain avec la liste électorale et les photos. Oui. Mais on a rencontré la chefferie, les chefs de famille, les places. Dans ce bureau de vote, il y a 25 personnes inscrites qui sont décédées. Ah ouais. Mais selon le résultat de la CEI, il n'y a que 9 personnes qui n'ont pas voté. C'est-à-dire même ce travail n'a pas été fait intelligemment. Ah non, en fait. non, même pas intelligemment, c'est grossier en fait. Ouais. Les bords ont voté. Donc au final, ce que je prends comme décision, c'est d'attendre la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a un volet pénal dans cette affaire. C'est du faux et usage de faux. Donc le Conseil a rendu une décision qui est quand même un peu politique, puisque le Conseil est un organe politique. Mais devant un juge pénal, il va falloir que le président de la CEI vienne nous démontrer comment les morts ont voté. Parce qu'on a la preuve qu'ils sont morts et que selon lui, ils ont voté ce jour-là. Et donc il va produire la liste d'émargement. Parce que chaque électeur qui a voté a émargé. Oui. Donc, il va nous sortir cette liste et il va nous dire comment les morts ont pu faire pour voter au point où on atteint 98% de participation dans ce bureau de vote, alors que dans toute la commune, on est à 36%. Oula. Ah ouais. Comment il explique ça? Donc, nous, c'est ça cette vérité qu'on va laisser à l'histoire. Donc, je vais écrire ce livre-là, il va sortir, il sera en librairie, il sera en ligne, chacun pourra l'acheter et le voir. Après, moi, je suis passé à autre chose, puisque la politique, j'ai essayé de la faire maintenant à plein temps. Ce n'est pas cet accident qui va me décourager dans mon engagement. Nous allons continuer à nous battre parce que chaque élection doit être un moyen d'augmenter la conscience citoyenne de notre peuple.
Mais si, au cours de chaque élection, la confiance s'effondre, prenez la capitale, prenez Cocody, 10% des participations. Prenez Bassam, 12%. Prenez Adjamé, 11%. Prenez Yopougon, 13%. Les Ivoiriens n'ont plus confiance en Mais ce qu'est-ce que système. vous voulez? Mais c'est un signal très fort. Quand un peuple atteint ce niveau de défiance dans les institutions, on est vraiment en danger. Et donc, il va falloir qu'ensemble, on se mette à réfléchir. Le président a annoncé des réformes. On va voir quelle forme cela va prendre. Mais il faut reconstruire la confiance avant 2028. Sinon, nos municipales vont être un désert électoral. C'est extrêmement compliqué. Et donc, moi, j'ai fait ce combat pour que d'autres personnes n'en soient pas victimes. Aujourd'hui, si on ne démontre pas par quel mécanisme la CEI locale a fait ce faux, mais demain, d'autres personnes en seront victimes. Donc, c'est important qu'on démontre aux Ivoiriens quels sont les moyens qui ont été utilisés pour faire cela. Parce que si on fait une élection et qu'un organe peut se permettre de proclamer un autre résultat que celui qui est sorti des urnes, mais l'élection devient une farce, ça devient une mascarade. Et donc, celui qui n'a pas gagné, donc qui est dans l'imposture, va plastronner, alors que dans les faits, il sait très bien, il détient les preuves qu'il a perdu, mais c'est lui qui est qui siège. D'accord, ça Voilà un peu la démarche qui l'amène aujourd'hui. Donc, le Conseil constitutionnel, on attend la décision. C'est une jurisprudence qu'il va rendre et qui pourra nous servir demain pour comprendre comment le Conseil fonctionne au niveau des décisions à prendre pour la Côte d'Ivoire de demain. D'accord, Voilà. c'est noté. Sur cette note-là, nous allons directement pour la deuxième séquence. Depuis tout petit, mes parents m'ont appris à goûter au raffinement. Par la suite, le raffinement s'est incrusté en moi. Là, on parle de transmission de valeurs, on parle de famille, on parle de partage. Et le raffinement ajouté à cela, c'est une belle signature. La majorité des souvenirs d'avec mes parents, je les ai partagés avec ces différents accessoires. Bonnets, bretelles, nœuds papillons, portefeuille, chaussettes et bien d'autres articles unisexes. Et même lorsque je regarde des photos de famille, d'anniversaires, de moments joyeux, le raffinement y est toujours. Des articles qui perdurent avec le temps, de par leur qualité et leur authenticité. Ces articles racontent nos vies et nos souvenirs. Avec AJ Socks, ce qui va être bien pour notre nouvelle génération, c'est qu'au-delà de pouvoir avoir des articles raffinés, nous allons aussi pouvoir goûter au raffinement. AJ Socks va vous faire vivre l'histoire. Les détails de chaque article ont été pensés pour une empreinte plus chaleureuse. AJ Socks, dites-moi, et si vous goûtiez au raffinement? Alors, pour le problème de société, on revient un peu sur l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Selon le Fraser Institute, ils ont fait un classement le 26 février 2026 où la Côte d'Ivoire était en tête de ce classement-là. Ils ont signifié que la Côte d'Ivoire est la meilleure juridiction au niveau de l'exploitation minière et que dans les 5-10 prochaines années à venir, la Côte d'Ivoire sera un peu le hub en fait, de l'exploitation minière dans la sous-région. Alors, j'aimerais vous entendre par rapport à cela. Généralement, ce qui se passe, c'est que dans la Constitution, l'État est propriétaire du sous-sol, des minerais. Mais les riverains, la localité, les gens qui habitent là, sont que propriétaires du terrain. Donc, si l'État veut exploiter, ils ont le droit, ils peuvent se permettre d'exploiter. Mais avant cela, il y a un processus qui doit être mis en œuvre, en fait. C'est-à-dire que déjà, ils doivent explorer pour vraiment déterminer si on a des minerais dans ce sol-là. Ils doivent... pas déguerpir, mais ils doivent Délocaliser. relocaliser les personnes qui vivent là. Ouais, Ils doivent les relocaliser, ils doivent les indemniser. C'est-à-dire, il y a toute une procédure. Il y a même ça, il y a, au niveau du code minier, il y a des lois sur l'écologie même à respecter. Bien sûr. Mais dans les faits, on voit que ce n'est pas véritablement ce qui se passe. Et on veut mettre un peu le point dessus pour que tout se passe dans les normes. Et même au niveau des chiffres, en fait, là, on parle en milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, l'État a entre 3 et 6%. Et plus de 90% revient aux multinationales qui exploitent ce terrain-là. Donc, des gens même qu'on délocalise, qu'on amène ailleurs, ils n'ont même pas un certain pourcentage, en fait, sur ce que va générer cette exploitation-là. Moi, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, étant donné que vous êtes maire d'une commune, vous avez été député. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, principalement à Kounfao, Dropo, Tanda, ce sont ces sites-là qui ont été localisés. Des gens ne sont pas contents, ils ne veulent même pas que ça se passe, en fait. Vous, avec votre casquette de maire et tout, comment est-ce que vous percevez la chose et comment est-ce que vous pensez que l'État peut réagir par rapport à cela? C'est une question centrale. Ouais.
On sait tous que notre pays aujourd'hui, bon, il ne se passe pas de semaines ou même de mois sans qu'on déclare la découverte d'un gisement par-ci, d'un champ pétrolier par-là. La Côte d'Ivoire devient un pays producteur d'or, hein, voilà, parmi les plus grands dans l'espace ouest africain. C'est le premier même dans la sous-région et le 5e en Afrique. Ouais. Voilà, donc notre pays est devenu un pays de production aurifère. Et ce qui est en jeu, c'est des milliards qui sont en jeu. La difficulté, c'est que moi, j'ai passé 5 ans à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu retracer dans le budget que moi j'ai étudié les chiffres de ces exploitations minières, ni pétrolières. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que nous sommes en pleine dévastation des terres ivoiriennes. Le paillage clandestin est en train de détruire pratiquement tout l'écosystème de notre pays au niveau de nos plantations, de nos couverts forestiers. Des populations entières d'ici 5 ou 10 ans n'auront même plus d'espace pour cultiver. Nous avons reçu au Parlement le ministre de la Défense, M. Téné, et puis le ministre des Mines et de l'Énergie sur la question de leur paillage. Les réponses qu'ils nous ont données nous ont en quelque sorte fait froid dans le dos. C'est comme si on déclarait, en quelque sorte, sans le dire ouvertement, l'impuissance de l'État à combattre le paillage clandestin. D'accord ? Maintenant, si on revient au niveau de l'exploitation minière, bon, il y a des permis de recherche qui sont délivrés, il y a des permis d'exploration qui sont délivrés, il y a des permis d'exploitation qui sont délivrés. Vous parlez de 3 à 6% qui reviennent dans la Côte d'Ivoire sur les bénéfices réalisés. Ouais. Ça paraît plus compliqué que ça. En réalité, dans le code minier, il a été dit que les entreprises qui sollicitent des permis d'exploration ou bien de recherche devaient constituer des sociétés de droit ivoirien, dans lesquelles l'État, obligatoirement, doit avoir 10% des parts. 10% des parts, enfin du capital de ces sociétés-là. Et donc, de ce point de vue-là, l'État est actionnaire dans cette société. Même si le capital augmente, mais la part de l'État reste autour de 10%. Et l'État peut toujours aller jusqu'à 15% de nouvelles parts qui n'ont rien à voir avec ces 10%. Donc, en réalité, l'État peut aller jusqu'à 25% des parts de l'entreprise. D'accord. Voilà. Et donc, quand on fait le dispatching, généralement, les ressources qui sont reversées à notre pays tournent autour de 10-15% en réalité. Mais cette situation ne peut pas être autrement à partir du moment où nous sommes des pays indépendants maintenant depuis près de 66 ans et que nous n'avons pas pris le temps de former les ressources humaines capables d'aller explorer et chercher d'autres richesses. Moi, j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas riche quand on n'a pas les moyens d'explorer sa richesse qui est dans le sol. Pour moi, la richesse, c'est le produit naturel plus la valeur travail. Tant que vous n'avez pas valorisé cette richesse naturelle-là, qui devient un produit fini, vous n'êtes pas des pays riches. Vous êtes des pays qui vivent sur de l'or qui ne vous appartient pas en réalité, puisque vous n'avez pas les moyens d'aller chercher. Et par conséquent, les entreprises arrivent avec les moyens. Les investissements qui sont faits sont colossaux. Oui. Nos États n'ont pas forcément les moyens de suivre. Et donc, quand ils découvrent que la zone est vraiment aurifère et qu'il y a des quantités énormes d'or à extraire, eh bien, ils s'en mettent à cœur joie. D'abord pour couvrir leur investissement, pour maximiser leurs bénéfices. Et puis, bon, la portion congrue revient à nos États qui n'ont pas les moyens d'explorer. Mais ça, on peut dire, ça c'est au niveau, j'allais dire, étatique. Mais revenons même aux populations qui vivent sur ces localités-là. Pendant les législatives, j'ai été à Kossou pour soutenir un candidat de mon mouvement ADCI. Vous voyez des populations qui vivent à 10 mètres des zones d'exploitation minières. De l'or qui sort de leur terre depuis des dizaines d'années, mais il n'y a pas de l'eau dans le village. Vous voyez, dans le code minier, on dit qu'on met en place un fonds d'investissement, des questions sociales, économiques pour développer les zones. Mais quel drame, parce qu'on ne voit même pas comment ça fonctionne. Ce papier, c'est bien fait, mais dans la réalité, ce n'est pas des choses extrêmement graves. Oui. Et donc, plus le pays d'État s'enrichit sur ces questions aurifères, plus les populations qui sont installées dans les zones où c'est exploré s'appauvrissent. Allez à Iré, allez à Sépilou, aller dans des zones où on explore depuis des années, vous allez voir que la misère qui est dans ces zones-là, il n'y a même pas de voie pour arriver dans ces zones-là. Et donc, c'est des questions qui sont tellement importantes qu'on devait traiter, non pas forcément sur des plateaux, mais dans des débats qui se font au Parlement avec les autorités, pour qu'il y ait une transparence claire dans ces énergies extractives dont on ne sait pas réellement finalement où vont les ressources. Et donc,
au-delà de ça, il y a des questions, comme vous l'avez dit, environnementales qui sont transversales et qui nécessitent de gros investissements pour reconstituer la terre qui est détruite. Mais ce n'est pas évident, puisqu'il y a l'exploration minière, il y a aussi des permis qu'on donne pour l'exploration semi-industrielle. Il y a même artisanale aussi. Et tout ça, par derrière, évidemment, le contrôle n'est pas suffisant et forcément, l'écosystème détruit demeure définitivement détruit. D'accord, ça s'entend. Ouais. Alors, Nsam, pour toi, j'ai cette question. Pour faire l'exploitation minière d'un sol, il faut généralement entre 10 et 15 ans. Après exploration, il faut entre 15 et 20 ans pour que les riverains reviennent en fait s'installer et que la terre puisse produire à nouveau. Est-ce que tu comprends la position de ces personnes-là qui ne veulent pas quitter leur terre, signifiant et estimant que c'est la terre de leurs ancêtres, ils ne veulent pas aller ailleurs en fait? Dans la Constitution, l'article 11 plus précisément signifie qu'ils ne sont pas propriétaires du sous-sol, enfin des minerais. L'État peut à tout moment intervenir en fait. Mais est-ce que c'est légitime de chasser des gens qui ne veulent pas partir? C'est une très belle question et suite à l'intervention du monsieur Saleti Moko, j'ai compris quelque chose. Il faut comprendre, en fait, ce qui nous pose réellement problème, je me demande aujourd'hui, est-ce que la recrudescence de nouveaux sites, d'accord, d'exploration et aurifères et j'en passe, n'est pas liée au besoin de vouloir précipiter une forme de développement ou de pouvoir constituer des budgets qui sont assez mirobolants pour peut-être donner bonne impression vis-à-vis des partenaires mondiaux. Je ne sais pas. Je prends le cas d'un pays qui s'appelle le Botswana. C'est un très beau cas d'école. Et puis, je pense que même le dernier ministre, je crois que c'était M. Sangafo, un des ministres récemment a fait... Il a été, voilà, il a visité. Vous prenez le cas du Botswana, c'est un pays diamantifère de base, mais qui sur, je crois, 30 ou 40 ans, à partir de leur premier président Kama, qui avait une vision. Parce que dès le départ, les Botswanais n'exploitaient pas le diamant, parce que quand on parle d'exploitation, c'est tout un process, hein. C'est pas le diamant brut qu'on retire et qu'on vend. D'accord? Il faut déjà explorer le site, il faut déjà sélectionner des pierres, les tailler. Il y a toute une organisation, même tertiaire, pour la vente, parce qu'il faut des commerciaux, il faut des experts. C'est toute une échelle. Mais il a fallu 30 ans pour former les Botswanais, les enfants botswanais, dans toute la chaîne de process. Voilà. Quand je dis de toute la chaîne de process, chez nous, nous avons des population paysanne, agricole de base. C'est la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est la vision de Houphouët-Boigny. On allait avec des matières pérennes, des cultures pérennes telles que le café, le cacao, pour pouvoir avoir une économie. Mais le développement était basé sur des cultures industrielles. Et puis à côté, on peut faire un peu d'arachide, un peu de d'igname, un peu de banane pour manger. C'est ça la réalité. C'est pas parce que j'ai envie de vous faire rire, c'est ça la réalité. Et nos populations vivaient de cela. On a construit, la vision de Houphouët-Boigny, c'était ça. Rappelez-vous même de l'image dans les années 70 où Houphouët-Boigny, on disait, il dégustait sa première coupe suite à la découverte d'un gisement pétrolier. Vous vous souvenez? Mais Houphouët-Boigny ne voulait pas que l'économie de la Côte d'Ivoire soit une économie basée sur ces productions. Maintenant, est-ce qu'il y avait forcément nécessité? C'est ça. Quand on a un homme qui ambitionne de gouverner la Côte d'Ivoire, on s'assoit et on réfléchit. Je ne suis pas en train de dire ceux qui sont là n'ont pas réfléchi. Mais derrière le fait de se précipiter, voici les conséquences. Délocalisation de nos populations. On a dénaturé aujourd'hui. Moi, je suis parti à Demboko, mais j'ai traversé Demboko. Mais quand j'ai vu, c'est chez moi. C'est terrifiant. Quand j'ai vu le sol à Demboko, les sols sont entrouverts. C'est-à-dire qu'il y a des gros trous. Si vous traversez pendant à peu près 1 kilomètre, vous voyez la nature est dénaturée. C'est-à-dire les gens même dénaturent et puis le sol est entrouvert, c'est même pas refermé. Comme s'il y a des poches. On dit non, ce sont les orpailleurs clandestins. Mais qu'est-ce que l'État fait? Et le plus souvent, ils utilisent des produits toxiques. Ce qui fait que le sol même n'est même plus arable. On ne peut plus cultiver. Sans oublier avec l'érosion, chez nous, c'est le nzi. Donc, les produits toxiques vont rentrer dans l'eau. La population aquatique. On a des faits concrets. Voilà la population aquatique. Les gens mangent le poisson. Parce qu'il y a des gens qui vivent du poisson. On ne peut plus manger le poisson. Les eaux changent complètement de couleur. Les populations qui arrivaient, parce que quand on parle de Kossou, il y a le barrage de Kossou et autres, mais les populations souvent vont même y profiter de cette eau-là pour faire leurs petits besoins. On ne peut plus parce que l'eau est toxique. Ça appauvrit
il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Ça va créer l'insécurité. Ça va créer aussi l'échec scolaire parce que ces enfants ils vont être délocalisés, aller quelque part, ils n'ont pas les moyens d'être scolarisés. Vous voyez, c'est quelque chose de systémique. Est-ce qu'on a véritablement pensé le fait d'appeler, c'est-à-dire ces grandes sociétés minières et qui viennent exploiter, est-ce qu'on a pensé, moi je pense qu'on aurait dû préparer cela de telle sorte, parce qu'aujourd'hui, on a des écoles de mine et géologie, mais est-ce que la formation qui est donnée est une formation qui est adaptée? Parce qu'au-delà de cela, il y a des ingénieurs, mais derrière les ingénieurs, il faut avoir aussi, d'accord, il faut avoir des commerciaux, c'est tout un process des RH. En fait, c'est en ressources humaines, je vais dire. En ressources humaines, il faut tout un organigramme de personnes qui travaillent et qui sont experts dans cela. On ne va pas tout le temps, en Côte d'Ivoire, appeler des grands groupes internationaux pour venir explorer. Regardez, je finis sur ça. J'ai eu un cas d'école. Nous sommes dans une situation mondiale avec ce qui se passe de l'autre côté, entre l'Iran et les pays du Golfe. Oui. Aujourd'hui, tous les pays du Golfe ont été annihilés au niveau de leurs réserves de carburant. Mais le Nigeria, depuis 2 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit l'importation de produits pétroliers. Mais moi, venant surtout du Nigeria, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment le Nigeria peut prendre une décision? C'est après, je me suis rendu compte mais il faut anticiper. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'initiative d'un Nigérian, Aliko Dangote, qui permettra aujourd'hui aux Nigérians d'avoir un prix stable et de pouvoir tenir dans cette crise. Mais si nous, on dépend des multinationales, on fait comment? Donc, au-delà de la critique, il y a une pensée profonde. L'Ivoirien, le jeune Ivoirien qu'on forme à l'école, on le forme pourquoi? Si on veut aujourd'hui nous-mêmes gérer nos richesses, ce qui doit se faire dans tant de temps, c'est dès aujourd'hui qu'il faut préparer. Tout à fait. Parce que les gens sont là, mais il faut aujourd'hui penser à l'avenir, parce qu'on est devant le fait accompli. Il faut penser à l'avenir pour que d'ici tant de temps, parce que la Côte d'Ivoire, on constate que c'est un pays riche, malheureusement, nos élus n'ont même pas trace des bénéfices que nous gagnons et autres. Donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut former, d'accord, cette jeunesse ivoirienne-là à pouvoir aussi explorer, s'approprier et puis regarder tout ce qu'il y a autour aussi pour que ces bénéfices-là puissent servir à nos populations. Oui, ça s'entend. Samuel, sur ça, les permis ont été octroyés à des entreprises qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, externes, européennes ou américaines, si tu veux. Quelle est ta position par rapport à cela? Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait plus prioriser nos champions nationaux, en fait? D'autant plus qu'on a des gens qui peuvent faire ce travail-là. On peut former même des gens, même si ça va mettre du temps. Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est ce que Nelson disait. C'est-à-dire que gouverner, c'est prévoir. Et donc là, automatiquement, je pense que l'État aurait pu entreprendre la formation. La formation des personnes adaptées à nos besoins. Aujourd'hui, on ne va pas remettre en cause le fait qu'il y ait des entreprises étrangères. C'est normal. Voilà. Mais aujourd'hui, les entreprises étrangères, elles viennent, elles prennent, elles partent. Qu'est-ce que nous on garde? Rien. C'est-à-dire même pas une formation. Même pas une formation. Alors que c'est là que l'État doit agir. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont fait mine et géologie. Ben, je te jure, c'est la gestion des cabines, quoi. Tu vois? Donc, c'est réorienter nos formations en fonction des besoins actuels et futurs. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Est-ce que je peux juste apporter un petit point? Vas-y. Il y a des gens qui parlent, par exemple, des IDE, les investissements directs étrangers. Des modèles chinois, par exemple, en ont bénéficié. Mais sur la solidité, par exemple, de leurs lois et leur code minier. Parce que le code minier ivoirien, il est intéressant. Hein? Franchement, il y a des parties qui sont super intéressantes. Où, par exemple, on demande aux multinationales, même qui créent des structures, d'embaucher des Ivoiriens. Il y a un quota qui est fixé dedans. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un contrôle? Voilà, est-ce qu'il y a un organe de contrôle et de surveillance? Parce que souvent, les gens disent, oui, on ne peut pas. C'est effectivement les multinationales. Bien évidemment, nous sommes Ivoiriens, c'est à nous de décider des lois. Les multinationales s'adaptent selon nos lois. Il y a d'autres qui parlent du modèle chinois. Mais le modèle chinois, il y a un contrôle. Il y a une surveillance derrière. Il y a un suivi. Hein, il y a un suivi. Quand tu vois des pays, par exemple, je reviens sur l'Iran, embargo pendant 30 ans. Mais regarde le travail des ingénieurs iraniens. Mais si... On peut le faire en Côte d'Ivoire. Il y a des cerveaux, il y a de la compétence. Ça fait mal. Je voudrais faire noter que, alors que nous sommes au XXIe siècle, et que des pays comme le nôtre ont besoin d'investir massivement dans l'intelligence, la Côte d'Ivoire est l'un des pays aujourd'hui qui est totalement en crise de scientifiques. On
ne trouve pas d'enseignants de maths. Est-ce que vous savez qu'à ce jour, il y a des enfants qui font la 6e à la 3e sans faire un seul cours de mathématiques en Côte d'Ivoire? Ah ouais. Oui. Je crois le lycée des Boukanda, un truc comme ça. J'ai vu ça. Aujourd'hui, notre pays est à la recherche de... L'année dernière, il y a eu un concours pour l'ENS. On devait recruter des professeurs de maths. Sur le nombre de personnes qui avaient été établies, budgétisées, on n'a même pas trouvé le nombre de candidats qu'il fallait. Tout même pas de candidats. J'ai rencontré le ministre de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, le ministre Diawara, il y a quelques mois de cela. Et c'est lui qui m'a dit que l'année dernière, il a voulu recruter 54 enseignants de mathématiques et de physique, de maths d'abord, dans nos universités. Postes budgétisés sans concours, recrutement direct. Sur 54 postes budgétisés, il n'y a eu que 7 personnes. Wow. 7. Pour la physique, il n'y a eu que 6 personnes. Donc pratiquement près de 100 postes disponibles, il n'y a pas de candidats. Vous pensez que c'est quoi le problème à ce niveau-là? Ceux qui ont ces compétences et qui ont fait ces études-là ont quitté le pays. Ils sont tous partis. Et qu'est-ce que l'État fait en fait Justement, et c'est lui qui m'apprend, le ministre même qui m'apprend que de 2015 à 2023, la Côte d'Ivoire a fait venir 54 jeunes à Polytechnique en France. Sur les 54, après leur formation, seul un est retenu au pays. Voilà. Et il reconnaît lui-même que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les faire revenir. Parce qu'on n'a pas les moyens. Et j'ai vu qu'il y a une loi qui va être votée, qui a déjà été votée contre... Le retour de la diaspora. Voilà, oui, mais ça... Faut former les gens sur place. Tu veux pas. Mais j'ai envie de dire, des gens ont aussi peur en fait de laisser un certain confort ici, parce qu'ils estiment qu'ici, il y a tout qui est déjà fait, et de repartir là-bas et de n'avoir rien en fait. Vous savez, moi je viens de faire une formation en Chine, il y a un an de cela. Non, il y a quelques mois, depuis le mois d'avril 2025. On a étudié le modèle chinois. Comment ils ont pu, en moins de 3 décennies, être à son niveau de développement. Les gens nous ont dit clairement que... Et puis, ils ont même projeté un film où, vu qu'en 90, la Côte d'Ivoire était en avance devant la Chine. Oui, tout à fait. Le Brésil et le Japon également. Oui. À l'université de Nanchang, en 90, on nous disait ça. Et ils ont décidé qu'il y a 20 ans, à peu près, tous les ponts, tout ce qui était scientifique en Chine, c'était les Français, c'était les Américains, c'était les gens de l'Europe. Et puis, ils ont décidé que dans 20 ans, on n'aura plus d'ingénieurs étrangers chez nous ici. Ils sont arrivés à cela. Ça part d'une volonté. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde. Bah oui. Même l'Iran qui a commencé à bombarder là, est le deuxième pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde. Même devant la France. C'est un choix politique. Est-ce que nous allons continuer à explorer, à exploiter de façon aussi artisanale nos richesses? Ou bien on se projette sur 20 ans, dans 30 ans, on se dit, bon, dans 30 ans, nos richesses doivent être explorées par nous-mêmes. Et comment on fait pour créer des champions nationaux dans des secteurs précis? Mais le Nigeria le fait. Vous ne pouvez pas diriger des pays pauvres comme les nôtres, qui se cherchent entre guillemets, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sans créer des zones économiques exclusives dans lesquelles vous mettez les moyens pour que vos nationaux soient les champions. Pour porter de même votre économie. On a une économie qui est extrêmement extravertie. Le moindre choc, on est mort. C'est ça. Parce qu'on ne contrôle pas les capitaux. Et donc, il y a des questions profondes devant lesquelles nous sommes. Si aujourd'hui, notre pays n'a même pas d'enseignants de sciences, mais sur quoi nous fondons notre développement? Si on n'a plus d'enseignants de sciences, si nos meilleurs médecins fuient le pays, si nos sages-femmes fuient le pays... Non mais franchement, c'est grave. Mais qu'est-ce qu'on crée pour leur permettre de rester, eux-mêmes de faire venir nos enfants qui sont... On a ici dans la diaspora, on a un gisement de compétences de nos enfants qui sont dans tous les secteurs les plus, j'allais dire, producteurs. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de mettre en place des plans Marshall pour dire, mais on a un enfant au niveau des mines, on a des spécialistes ici en France, aux États-Unis. J'en connais. Ils touchent 10 000 euros par mois ici. Est-ce que pour ce que le pays représente pour nous tous, est-ce qu'on ne peut pas trouver 10 000 euros pour au moins lui garantir ça et le ramener chez nous? C'est du confort, ouais. Donc nous, on prend l'argent public pour former des enfants ivoiriens et tu mets l'intelligence au service de compétences, leurs compétences au service de multinationales étrangères. Mais c'est quoi cette façon de faire les choses? Et donc nous pensons que c'est des questions qui doivent être traitées. Même la transparence dans la gestion des ressources qui sont liées à ces industries extractives. Là également, il y a des problèmes. Attendez, prenez par exemple le cas du cacao. Ce n'est pas une matière extractive. Mais la crise que les paysans vivent aujourd'hui, mais c'est un drame. Oui. Bon,
On nous a dit que le cacao, lorsque les prix flambaient au plan international, au Cameroun, on était jusqu'à 5 400, 6 000 francs, et qu'on a posé la question à nous. nous. Une caisse de Voilà, stabilisation. nous, élus, nous autres, on a pris la parole dessus. Quand on a posé la question à nos dirigeants, ils nous ont dit non, nous sommes dans un système de vente par anticipation. Et par conséquent, le prix qu'il y a annoncé ne peut pas être revu puisqu'on a vendu par anticipation. Et donc, la différence entre ces prix qui flambent et le prix qu'on a garanti, est-ce qu'on peut faire la réserve de prudence? Le jour où ces prix vont s'effondrer, avec cette réserve-là, on va compenser. On a tous accepté cela. Oui. On a dit, bon, c'est bien pensé, c'est conçu. Et là, les prix se font. Et là, les prix s'effondrent. Dieu sait faire Et les puis choses. la réserve de prudence, c'est vous abonner à ça. Et on ne fait pas la question, on ne fait pas le débat de fond. On intimide ceux qui parlent, on les prend, on les interroge devant la brigade de recherche, on les envoie au parquet, on les garde à la préfecture. Pendant que sur le terrain, nos paysans pleurent. Ce matin, j'ai vu une vidéo de quelqu'un choqué, qui dit qu'il a vendu, je sais pas moi, 500 kg, il devait avoir près de 1 million et quelques, on lui a envoyé 600 000 francs. Alors que ça a été payé depuis le mois de novembre. Ouais, ça m'a choqué, ça. Le nouveau prix, c'est avant-hier. Comment ce prix peut être rétroactif sur le cacao qu'on a acheté depuis novembre? Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, on est tous inquiets devant ces choses-là. Et bon, je finis dessus. Ouais. Quand on prend notre budget, parce que moi, je prends le temps à l'Assemblée de regarder dans les détails ce budget-là. 16 000 milliards de budget. Et il est progressif, il augmente chaque année. Mais on dit la dette, elle est aujourd'hui autour de 58%, 60% du PIB. Et donc, on est dans les normes, puisque la norme au niveau de l'UEMOA, c'est 70%. Donc, on a beaucoup de marge. Mais ce n'est pas l'élément le plus pertinent. L'élément pertinent, c'est le service de la dette. C'est ça. On n'est pas forcément des économistes, mais on a du bon sens. Ça sert à quoi? On se cultive, on regarde les choses. Moi, je sais que je gagne, mes ressources sont autour de 4 000 francs par mois. Si je dois rembourser 3 000 francs par mois, le jour où on me prend ces 3 000 francs de force, je n'ai plus rien à vivre pour vivre. Donc, on a 58% de PIB, donc ça couvre en termes de soutenabilité, mais on a toutes nos recettes confondues, tout ce qui est mine, or, tout ça, pétrole, tout ça, quand on met tout ça ensemble, pour parler, pour que les gens comprennent tranquillement, Ouais. on est autour de 8 000 milliards. Sur un budget de 16 000 milliards. Donc chaque année, on doit aller sur le marché international pour lever des fonds, pour demander de compenser. l'argent. Donc notre pays, en quelque sorte, vit au-dessus de ses moyens. Comme on dit, on vit à crédit, en Bon. fait. Ouais. Ensuite, donc, si les 8 000 milliards, puisque c'est à partir de 8 000 milliards qu'on rembourse le service de la dette, le service de la dette représente aujourd'hui autour de 5 400 milliards par an. Donc, quand on retire ces 5 400 milliards de nos fonds propres, on est autour de 2 300 milliards qui nous restent. S'il y avait une crise internationale qu'on ne peut pas prendre l'argent à l'extérieur, on est en banqueroute. Et donc, c'est ces choses basiques-là qu'il faut expliquer aux populations pour qu'elles comprennent qu'on doit tout faire pour que nos dirigeants créent un système qui permette aux Ivoiriens de s'approprier leur économie. Ouais. Et qu'ils puissent amortir eux-mêmes leur choc parce qu'ils créent de la richesse suffisamment à l'interne. Non, si toutes les richesses produites sont exportées, si tout l'argent, tous les bénéfices réalisés sont exportés, notre croissance est soutenue par l'investissement public. Ce n'est pas le privé qui porte cette croissance. Ce n'est pas les Ivoiriens qui portent cette croissance. Donc le jour où il y a un choc mondial, eh bien, aujourd'hui, on est foutu. Bientôt, avec ce qui se passe en Iran, dans 3 mois, le choc va arriver à Abidjan. Ah bah oui. Les carburants, C'est sûr. on va voir. Ça va arriver à Ah, Abidjan. même pas, ça, c'est Donc, OPEC+. il y a des questions de fond qu'on doit pouvoir débattre. Et que dans les pays où le système judiciaire, pas judiciaire, il y a des pays où le système législatif fonctionne, mais c'est au quotidien que la télévision est ouverte. Et puis les autorités les députés appellent les autorités pour expliquer quelles sont les mesures anticipatoires qui sont prises, comment on règle le problème de la pollution, comment on règle le problème de l'emblayage. À Abidjan, c'est une question que tout le monde voit. La dune est en train d'être chassée. Le président de la République a pris un décret pour dire c'est interdit. Depuis 2016, non, je pense. Voilà. Depuis 2016. Ouais. C'est interdit. Mais sous nos yeux, vous prenez, vous allez sur le terrain, vous voyez que c'est une activité qui se fait de jour comme de nuit et des ACD sont délivrés sur ces espaces-là. J'ai vu, vous avez fait un post Voilà. tout à l'heure. Donc, Vous tout avez ça nous pointé interpelle. du doigt, vous Voilà. avez indexé des maires, des ministres. Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité? Parce que vous avez dit que vous avez mené une investigation par rapport à cela, Ah oui, mais sur le celui remblayage. qui a porté d'abord cette Jean-Christian Conan. Voilà, Jean-Christian Conan, Oui. il a rapidement, comme je l'ai dit, à la vitesse TGV, il a été embastillé Oui. et il est en prison. Donc c'est une voie qui est éteinte.
Mais par derrière, les journalistes professionnels doivent pouvoir faire leur travail. Mm. Vous savez que notre presse en Côte d'Ivoire, elle est à 99% une presse d'opinion. C'est une presse de combat. Et par conséquent, ces questions-là, elles n'y travaillent pas. Donc, il y a quelques rares journalistes d'investigation qui essaient de faire les choses pour mettre à la disposition des populations une information qui est documentée et qui n'est pas manipulée. Alors, ce que j'évoque aujourd'hui, c'est des choses qui sont basiques. On ne remblait pas les rives d'une lagune dans une commune et on n'y construit pas de maison sans que les autorités municipales ne puissent être informées, sans qu'elles n'interviennent. On ne peut pas ériger un mur de 400 mètres de long pour empêcher une population d'avoir une vue sur le fleuve sans qu'il y ait un permis de construire qui soit délivré par l'autorité municipale qui est là. Si cela a été fait et que ce mur-là n'a pas été détruit, ça pose un problème. Parce que le décret qui inclut le permis de construire dit s'il n'y a pas de permis de construire, ça équivaut à destruction aux frais de celui qui a construit sans requérir le permis de construire. Oui. Et quand on regarde ça et qu'on voit avec quelle désinvolture les gens agissent sur le fleuve et qu'on nous sort cette phrase terrible pour dire que ça représente seulement 1% de la superficie globale. Et donc il faut attendre qu'on atteigne 10% avant qu'on commence à s'émouvoir et que finalement par derrière on saisit le procureur de la République alors que celui qui en... Mais vous voyez, tout ça, quand vous en parlez, vous avez une armée de personnes qui vont sortir, qui vont vous traiter de tous les noms, ainsi de suite. Vous n'avez pas le président. Alors que dans une démocratie, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, il faut qu'il y ait des élus qui jouent leur rôle, il faut que le système fonctionne, il faut que la justice fasse son travail, il faut que les ministres fassent leur travail et qu'au quotidien, chacun rende compte au peuple qui est le vrai propriétaire du pouvoir. C'est ce que nous essayons de faire. Malheureusement, peut-être qu'on n'a pas encore atteint le niveau de maturité suffisant pour pouvoir comprendre qu'un pouvoir doit rendre compte. En Côte d'Ivoire, c'est comme s'il était interdit de demander des comptes au pouvoir en place. Et ce qu'on fait, ça concourt à cela, à mettre en évidence tous ces faits-là. Ben voilà. Je vais faire un dernier tour de table, je vais prendre un dernier mot pour tout un chacun. On a passé le temps. Vincent, rapidement. Alors, moi, je veux juste dire, en fait, après, c'est vrai que quand on entend ça, on est triste. Moi, je suis triste, hein, franchement. Mais bon, après, il faut être optimiste, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est clair que nous sommes dans une situation qui, je ne sais pas comment, je sais pas comment qualifier cela, parce que le Côte d'Ivoire est un... Est-ce que tu es découragé de ce qui se passe au pays? Non, en fait, c'est même pas du découragement, parce que je trouve que les gens survivent. Parce que c'est pas évident, hein. C'est quand être conscient d'une situation et vivre avec des inconscients, c'est quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que les choses semblent tellement évidentes et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais le problème, c'est que la conséquence, c'est le danger, voilà, parce que les ressources sont périssables, hein. Et une fois qu'une ressource, voilà, on pense que les ressources sont éternelles, mais non, une fois que on abuse des ressources, ces ressources sont périssables et il faudra passer à autre chose. Ouais. Mais quelles sont les solutions? C'est ça la question aujourd'hui. Et je me rends compte que sur tous les plans, quand on aborde, c'est-à-dire quand on part dans un contexte électoral, institutionnel, quand on part dans un volet même qui est plus ou moins économique, il y a toujours en fait une situation d'urgence. Et je pense que malheureusement, l'on dit que peut-être le salut vient de la tête. Aujourd'hui, on est obligé d'agir dans le sens inverse. Peut-être le salut viendra du peuple. Parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, vaut mieux toujours être optimiste et s'adresser aux populations, être pédagogique. Voilà, être pédagogique, que chacun joue son rôle, que chacun contribue à sa manière. Et je dis beaucoup de courage, surtout à M. Assalé Timoko. Hein. On peut ne pas l'aimer, on peut le détester, mais il y a des choses sensées qui sortent. Et je pense qu'il y a encore de l'espoir. Et puis, vivement que tout le monde joue sa part, quoi, en continuant d'éduquer les masses. Et puis, on espère qu'un jour, ça va changer. D'accord, merci Vincent. Samuel? Pour moi, le débat de fond, c'est la formation des masses. On doit former la population sur certains sujets. On ne doit pas tout voir en politique. C'est-à-dire, lorsque j'émets une critique à l'endroit de X ou Y, automatiquement, je suis voué à hégémonie. Pour moi, c'est la formation. Et je pense que avec les temps qui arrivent, la jeunesse va prendre ce relais-là pour galvaniser le peuple et ouvrir
les yeux à certaines personnes sur tout ce qui se passe. D'accord. Toi, tu ferais une bonne revue pour la DCI. Honorable. Bon, écoutez, moi, au thème de cet échange-là, ce que je voulais dire, je voulais commencer par dire ceci. Ouais. Ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire est un pays solide. C'est un pays qui est formidable, qui a des ressources extraordinaires, qui a une jeunesse qui est un véritable atout. 77% de cette jeunesse a moins de 35 ans. Tout dirigeant rêverait d'avoir une telle population dans laquelle il va mettre des moyens pour la former aux compétences de demain. Ouais. C'est vraiment quelque chose que, quand on sort de notre pays, on voit ailleurs. Le vieillissement de la population en Europe, quand vous allez partout, vous voyez, la population vieillit. Mais nous, on a cet atout-là. Et cette jeunesse-là, elle est complètement laissée à la rue. J'étais dans un restaurant à Nantes il y a 2 jours. Et en sortant, j'ai vu devant le restaurant, ça a été écrit « Interdit de servir de l'alcool aux jeunes de moins de 16 ans ici ». C'est quelque chose que j'ai fait à Tchassalé, ça a créé beaucoup de difficultés là-bas. Des choses même basiques pour protéger la jeunesse. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Ouais. Mais au-delà de ça, les ressources même du pays qui doivent servir à lutter contre les prévarications, à lutter contre la pauvreté et à offrir un peu de connaissances aux populations. Prenons les collectivités. C'est un outil formidable de développement local. Vous avez l'impression que le pays se résume à Abidjan. Et quand on sort d'Abidjan, c'est une autre Côte d'Ivoire. Mais les collectivités qui sont dans la proximité, qui ont les moyens de gérer les questions locales, n'en ont pas les moyens. Alors, demain, mardi, mercredi, je vais sortir dans mon journal une information, je peux vous la donner ici. Oui, d'accord. Il y a ce qu'on appelle les quotes-parts d'impôts partagées. De l'argent collecté sur les territoires des communes, reversé dans la cagnotte commune, qui est la caisse du trésor, et dont une partie doit revenir aux collectivités pour financer leur investissement. Est-ce que vous savez qu'en 2024, sur cet argent qui devait être versé aux collectivités, qui est notifié par décision du gouvernement à chaque maire, c'est-à-dire qu'on vous informe que pour 2025, vos quotes-parts d'impôts qui vont vous être reversés sont autour de 300 millions. Et puis à la fin de l'année, vous découvrez qu'il y a 100 millions qui manquent. Alors que l'impôt a été collecté, reversé. Sur 2024, c'est 16 milliards qui manquent dans les caisses des collectivités. Moi, j'ai posé la question quand j'étais encore à l'Assemblée. Ça a embarrassé les gens. Dans les juges qui ont suivi, on a retrouvé autour de 20 milliards. On a retrouvé 4 milliards, on a dispatché. Et puis les 16 milliards sont passés en perte et profit. Alors que cet argent est rattaché à des investissements réalisés par les collectivités, mais qui ne seront pas payés. Ouais. Donc il y a un déséquilibre budgétaire qui arrive là. Pour 2025, c'est 34 milliards qui ont disparu, dont on ne retrouve pas les traces. Quand on interroge, nous on a interrogé les gens. Quand on interroge le trésor, ils disent non, nous on n'a pas reçu l'argent. Parce que nous on reçoit, on dispatche. Quand on interroge les impôts, ils disent non, nous on a tout transmis au trésor. Où sont passés les fonds? On parle de 34 milliards. C'est-à-dire que sur les 2 ans, ça fait 50 milliards. On a voté le budget 2026 qui est déjà en exercice. Donc ça risque de passer en perte et profit les 50 milliards. Ouais. Bon, comment voulez-vous que le pays s'en sorte si même à ce niveau-là, on peut se permettre des choses et puis il n'y a pas de volonté de faire en sorte qu'il y ait de la transparence, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et je vous laisse terminer sur ça. Et donc, il faut peut-être espérer que, comme on le dit, comme le dirait Diderot, la nature elle-même a fixé des limites au malheur des peuples. Et quand ce temps-là arrive, les décisions sont prises. Nous sommes à la fin d'un cycle politique en Côte d'Ivoire. Nos aînés qui ont régenté ce cycle-là pendant 33 ans, je pense qu'ils sont plus proches de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Et par conséquent, de nouvelles opportunités vont nous être offertes, nous, Ivoiriens, pour que nous redéfinissions la société dans laquelle nous voulons vivre. Parce que jusque-là, on n'a pas de modèle réel de société dans laquelle nous vivons. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on construit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va laisser demain en héritage à nos enfants. Moi, ma plus grande terreur, c'est quand je rentre à la maison, je vois ma petite fille qui a 5 ans, je me dis, mais si dans 3 jours, je ne suis pas là, à quelle société je laisse cette petite fille-là? Et donc, c'est une question que je pose à chacun de nous, puisqu'on peut tous père de famille. Est-ce qu'on aura l'envie de retenir en Côte d'Ivoire si on ne construit pas la dynamique pour que nos frères qui sont ici, qui ont des compétences, retournent au pays pour se mettre en service? Moi, j'ai été au Canada, j'ai vu plein d'Ivoiriens qui ne veulent même pas entendre parler de leur pays encore, parce qu'ils ont été au pays, ils ont tout perdu.
Ça s'entend. Il faut reconstruire l'espoir. Merci à vous, monsieur El-Saleh Chemoko. Ça a été un plaisir. Merci à vous, merci chez vous et passionnari Absoari. Au revoir. Ouais,